J'ai versé du poison dans leur café ce matin-là. Non pas un venin chimique, mais une vérité si corrosive qu'elle a dissous leur façade impeccable en quelques heures. Mon nom, gravé en lettres indélébiles sur le rapport d'inspection, n'était pas une signature innocente, c'était une lame affûtée, trempée dans le sang de leur trahison. Et tandis que les sirènes hurlaient dans les couloirs de l'hôtel particulier haussmannien qui abritait leur empire, j'ai souri pour la première fois depuis des années, sachant que la vengeance n'est pas un cri, mais un murmure qui emporte tout. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a vu naître et me briser, mais elle assistera aussi à ma renaissance dans les ombres. J'étais Antoine Duval, cadre moyen dans une multinationale du luxe, un homme ordinaire piégé dans les rouages d'une machine impitoyable. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Ce jour-là, quand l'inspectrice du travail a franchi les portes vitrées de la tour Montparnasse, dossier en main, j'ai su que le rideau tombait. Mais avant cela, il y avait eu les mensonges, les nuits blanches, et ce secret qui me rongeait comme un cancer. Les rues de Paris bruissaient d'une agitation feutrée ce printemps-là, quand les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en un mensonge rose et fragile. Tout comme ma vie à l'époque. J'avais 42 ans, marié à Élise depuis 15 ans, père d'une petite Louise qui rêvait déjà de devenir avocate pour sauver le monde des méchants. Ironie du sort, c'était moi qui allais devoir endosser le rôle du justicier. Ou du monstre. Selon le point de vue. Chez l'Éclat International. Une maison de couture qui drapait les épaules des élites mondiales de soieries volées à l'éthique. J'étais le directeur des ressources humaines adjoint. Un titre ronflant pour un rôle ingrat, arbitrer les conflits. Tamponner les licenciements déguisés en réorganisation. Et surtout, enterrer les scandales avant qu'ils ne remontent à la surface. Mon supérieur, Henri Delaunay, était l'incarnation du mal français, aristocrate déchu recyclé en requin des affaires. Avec un sourire carnassier et des yeux qui disséquaient les âmes comme un scalpel. Issu d'une lignée de nobles qui avaient survécu à la Révolution en changeant de camp au bon moment. Il excellait dans l'art de la volte-face. Antoine, mon vieux, la loyauté est une vertu surannée, me disait-il souvent lors de nos dîners arrosés de Bordeaux millésimés au Fouquet's. Ce qui compte, c'est la survie. J'acquiesçais, un verre à la main, ignorant que ces mots étaient un présage. Tout a basculé un soir de novembre pluvieux, sous les néons blafards du boulevard Saint-Germain. J'étais rentré tard. Comme toujours. Les épaules alourdies par un dossier que Henri m'avait refilé en urgence, un audit interne sur des irrégularités comptables. Rien de bien méchant. En apparence, quelques heures supplémentaires non payées. Des contrats précaires pour des mannequins immigrés qui cousaient nos robes de soirée dans des ateliers clandestins de Belleville. Mais au fil des pages, j'ai déterré un cadavre, des détournements de fonds massifs, orchestrés par Henri lui-même pour financer son train de vie extravagant, une maîtresse à Deauville, un appartement haussmannien aux Champs-Élysées, et des pots de vin à des fournisseurs corrompus. J'ai hésité, le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Signalé? À qui? La direction? Henri était la direction. Ou du moins son bras armé. J'ai rangé le dossier dans mon coffre-fort personnel. Chez moi. Sous les yeux innocents de Louise qui dessinait des robes de princesse. Papa, pourquoi tu as l'air triste? M'a-t-elle demandé. Parce que le monde est plein de méchants. Ma chérie, ai-je répondu. Et elle a ri, pensant que c'était une blague. Les semaines suivantes ont été un lent empoisonnement. Henri m'a convoqué dans son bureau. Une suite somptueuse au dernier étage. Avec vue sur la Seine scintillante. Antoine, j'ai besoin de toi pour ce petit arrangement. Il m'a tendu un contrat falsifié, exigeant que je signe en tant que responsable des RH pour valider les paiements occultes. Refusé, c'était signer mon arrêt de mort professionnelle. J'ai signé, les doigts tremblants, me convainquant que c'était pour protéger ma famille. Élise, avec son salaire d'institutrice modeste, comptait sur moi,
Louise sur ses rêves d'études à Sciences Po. Mais la trahison est venue d'ailleurs. Plus intime. Plus viscérale. Ma sœur cadette, Claire, travaillait comme assistante chez l'Éclat depuis 2 ans. Fraîche émoulue de l'ESSEC. Pleine d'idéaux sur l'éthique des affaires. Elle m'avait supplié de la pistonner. Frérot, c'est l'occasion de changer les choses de l'intérieur. J'avais cédé. Et elle avait atterri dans l'équipe d'Henri. Ce que j'ignorais, c'était qu'elle couchait avec lui depuis des mois. J'ai découvert la vérité par accident, un SMS sur son téléphone. Pendant un déjeuner familial au Procope. Rendez-vous ce soir. Mon amour. N'oublie pas le dossier Duval. Duval. Mon nom. La fureur m'a submergé comme une vague de la Manche en tempête. Claire. Ma propre chair. Avait fouillé mon bureau. Photocopié le dossier incriminant. Et l'avait remis à Henri pour un bonus substantiel. Pire, ils avaient fabriqué des preuves pour me faire porter le chapeau. Des emails falsifiés. Signés de mon nom. Ordonnant les détournements. Antoine est un ambitieux. Tu sais, murmurait Claire à Henri dans leurs ébats. Selon les enregistrements que j'ai piratés plus tard via un logiciel basique acheté sur le dark web. Il prendra la chute pour nous protéger. J'ai confronté Claire ce soir-là. Dans notre appartement du Marais. Sous le portrait de nos parents morts trop tôt dans un accident de voiture. Ironie. Encore. Car c'était Henri qui avait conduit ce jour-là. Ivre. Et qui avait étouffé l'affaire avec l'argent familial. Traîtresse, lui ai-je craché. Les larmes aux yeux. Elle a ri. Un rire cristallin et cruel. Comme celui d'une courtisane de Versailles. Frérot. C'est le jeu. Henri m'a promis le monde. Et toi, tu n'es qu'un pion. Elle a claqué la porte. Emportant avec elle le dernier lambeau de ma foi en la famille. Dès lors, la vengeance a germé en moi. Non comme une flamme vive, mais comme une moisissure insidieuse, qui ronge les fondations avant de faire s'effondrer le tout. J'ai commencé par documenter, photos des emails falsifiés, enregistrements de conversations volées lors de réunions où Henri se vantait de ses magouilles. J'ai contacté anonymement des employés mécontents, une couturière sénégalaise virée pour faible productivité. Un comptable bulgare poussé au suicide par le harcèlement. Leurs témoignages, recueillis dans des cafés anonymes de Montmartre, formaient un puzzle accablant. Pourtant, le doute me rongeait. Étais-je meilleur qu'eux, en gisant éveillé la nuit, écoutant la respiration paisible d'Élise? Je revoyais le visage de Louise, innocente. Confiante. Si je lâchais la bombe, ce n'était pas seulement Henri et Claire qui sauteraient, c'était ma carrière. Notre stabilité. Peut-être même notre liberté. Car en France, le code du travail est un bouclier. Mais les puissants savent le percer de 1000 aiguilles. Henri a frappé le premier. Bien sûr. Une convocation surprise. Antoine. Nous devons te muter. Des irrégularités dans ton département. Irrégularités? Les miennes. Celles qu'il m'avait collées sur le dos. J'ai feint la surprise. Hochant la tête comme un pantin. Bien sûr. Henri. Pour le bien de l'entreprise. Intérieurement. Je bouillonnais. Ce soir-là. J'ai rédigé ma lettre anonyme à l'inspection du travail. Un réquisitoire de 20 pages. Truffé de preuves irréfutables. Pas mon nom. Pas encore. Juste un employé las de l'hypocrisie. La machine s'est mise en branle lentement. Comme un vieux métro parisien. Des visites surprises. Des interrogatoires feutrés. Henri paniquait. Ses volte-face devenant frénétiques. D'abord. Il m'a promu pour m'acheter. Puis. Menacé de licenciement pour me tester. Claire. Elle. Oscillait. Un appel larmoyant. Frérot. Henri est un monstre. Aide-moi à m'en sortir. Suivi d'une tentative de chantage. Je sais pour le piratage.
Antoine. Un mot de moi. Et tu finis en tôle. J'ai tenu bon, tissant ma toile. Mais le vrai choc est venu d'Élise. Un soir, après un dîner silencieux à la Tour d'Argent, elle m'a avoué, Antoine, j'ai toujours su pour Claire. Et pour Henri. J'ai même aidé à falsifier ses emails. Pour nous protéger. Pour Louise. Le monde s'est effondré. Ma femme. Mon roc. Complice du bourreau. La trahison était totale. Un gouffre béant où s'engouffraient toutes mes illusions. Les jours suivants ont été un kaléidoscope de paranoïa et de calcul froid. Comme un échiquier géant où chaque pièce était une vie brisée. Paris, avec ses avenues impeccables et ses ruelles sordides, devenait mon terrain de jeu vengeur. J'ai commencé par isoler Claire, un appel anonyme à son amant du moment. Un photographe de mode jaloux, lui révélant les infidélités d'Henri. Résultat, une scène épique au showroom de la Fashion Week. Place de la Concorde, cris, gifles, et un tabloïd People qui titrait « Scandale chez l'éclat, triangle amoureux au sommet ». Henri, piqué au vif, a riposté avec sa signature, la manipulation. Il m'a convoqué à un dîner d'affaires au Georges V, où il m'a servi un monologue larmoyant sur notre amitié de longue date. Antoine, ces rumeurs sont absurdes. Claire, une passade. Mais toi et moi, nous sommes des frères d'armes. Il a glissé une enveloppe sur la nappe damassée, 100 000 €, pour tes études à Louise. J'ai ri. Un rire sec comme le vent d'hiver sur les quais de la Seine. Garde ton argent. Henri. Il pue la corruption. De retour chez moi. L'atmosphère était électrique. Élise évitait mon regard, feignant de s'affairer avec des papiers d'école pour Louise. « Qu'est-ce que tu attends de moi » m'a-t-elle lancé enfin, dans la cuisine aux murs jaunis par les ans. Le pardon, après avoir saboté ma vie pour un chèque. Elle a pleuré, jurant que c'était pour protéger notre famille des loups comme Henri. Mais je voyais clair, la peur l'avait rendu complice. Et la cupidité l'avait scellée. J'ai décidé de la laisser mariner. De la forcer à choisir son camp. L'inspection du travail. Cette institution pharisienne aux allures de forteresse républicaine a enfin bougé. Une lettre anonyme supplémentaire, la mienne, cette fois avec des indices pointant vers les faux emails, a déclenché l'alarme. Des agents en costume terne ont débarqué au siège. Dossier sous le bras. Interrogeant les employés un par un dans des salles insonorisées. J'ai assisté à la débâcle depuis mon bureau adjacent, Henri suant sous son col amidonné, Claire bafouillant des mensonges enfantins, et les secrétaires chuchotant des « je l'avais dit ». Mais le twist, le premier d'une série qui allait me hanter, est survenu lors d'une perquisition surprise. Les inspecteurs ont fouillé mon coffre-fort. Comment ? Claire, encore elle, avait glissé une clé USB falsifiée dans mon tiroir, contenant des preuves de mon implication directe dans les détournements. Soudain, j'étais le bouc émissaire parfait, le cadre zélé qui avait tout orchestré pour grimper les échelons. Henri, maître du retournement, a feint l'indignation. Mon Dieu, Antoine, comment as-tu pu nous trahir ainsi ? La presse s'est emparée de l'affaire, comme des corbeaux sur un cadavre frais. Le Figaro titrait « Corruption au cœur du luxe français, un DRH impliqué », avec ma photo pixelisée en une. Élise m'a supplié de fuir. Partons à Marseille. Recommençons. Mais Louise, ma Louise, m'a regardé avec des yeux immenses. Papa, t'es pas un méchant. Hein ? J'ai menti. Pour la première fois devant elle. Non. Ma puce. Papa va tout arranger. La nuit. Seul dans un hôtel anonyme près de la Bastille. J'ai ourdi le contre-coup. J'ai contacté un avocat spécialisé en droit du travail. Un ancien militant CGT au verbe acéré, qui m'a écouté pendant 3 heures au téléphone.
notant chaque détail. Monsieur Duval, vous avez été piégé. Mais en France, la présomption d'innocence est sacrée, et les preuves. Plus encore. Il m'a conseillé de contre-attaquer, porter plainte pour diffamation, dénonciation calomnieuse. Et surtout, révéler le vrai marionnettiste. Pourtant, la tentation du chaos absolu me titillait. Et si je brûlais tout? Un email groupé à tous les employés, exposant Henri et Claire dans leur nudité morale, ou pire, une fuite aux Inrocks. Avec enregistrement à l'appui. Transformant l'éclat en paria mondial, les dilemmes moraux me rongeaient. Étais-je un justicier ou un vengeur assoiffé de sang? Les nuits parisiennes, avec leurs échos de jazz lointain et de klaxons rageurs, amplifiaient le tumulte intérieur. Henri a tenté une dernière volte-face, une offre de règlement à l'amiable. Rendez-vous dans un bistrot caché du quartier latin, sous les portraits jaunis d'Hemingway. Antoine, soyons francs. Je sais que c'est Claire qui t'a trahi. Laisse-moi l'écarter. Et on oublie tout. Tu deviens DRH en titre. Son sourire était un masque craquelé, révélant la panique dessous. J'ai feint l'hésitation, sirotant un pastis amer. Et Élise, elle est mouillée aussi. Il a blêmi. Ta femme? Mon Dieu. Je l'ignorais. Écoute. Je couvre tout. Pour l'amour de l'entreprise. C'est là que j'ai vu l'ouverture, son arrogance. Sa conviction que l'argent efface les péchés. J'ai accepté. Verbalement. Et quitté le bistrot avec un enregistreur dissimulé dans ma veste. De retour à l'hôtel. J'ai écouté la bande, Henri admettant tout. Des pots de vin au faux. En passant par l'accident de mes parents, un petit dérapage. Rien de plus. Ton père était saoul aussi. Le pauvre. La rage m'a consumé. J'ai vomi dans le lavabo. Les veines gonflées de haine pure. Le lendemain, j'ai livré l'enregistrement à l'avocat. La machine judiciaire s'est emballée, mandat d'arrêt pour Henri. Mise en examen pour Claire. Et une enquête élargie sur Élise. Ma femme m'a appelé en pleurs depuis la maison. Antoine. Tu nous détruis. Louise te déteste déjà. J'ai raccroché. Le cœur en miettes. Mais l'âme allégée. La vengeance n'est pas propre. Elle salit tout. Y compris le vengeur. Pourtant, au milieu de ce tourbillon, un allié inattendu émergea, Marie. La couturière sénégalaise que j'avais aidée jadis. Exilée à Paris depuis 10 ans. Elle cousait nos empires de soie pour un salaire de misère. Monsieur Duval. Vous m'avez écouté quand personne ne le faisait. À mon tour. Elle avait des preuves, des carnets de paix falsifiés, des témoignages d'ateliers clandestins à Barbès. Ensemble, nous avons bâti un dossier béton, un cri de justice pour les invisibles. La tension montait, palpable comme l'humidité automnale. Les manifestations étudiantes contre la précarité du travail, place de la République, semblaient faire écho à ma croisade personnelle. J'imaginais Henri en cellule, Claire mendiant l'asile politique dans un consulat, Élise confrontant ses démons. Mais le doute persistait, et si la vérité me consumait moi aussi, un secret que je portais depuis l'accident de mes parents, un que même Claire ignorait. L'hiver s'est abattu sur Paris comme une sentence, avec ses pluies obliques qui fouettaient les façades haussmanniennes et noyaient les espoirs dans la boue des boulevards. J'avais élu domicile dans un studio exigu du 13e arrondissement, près de la bibliothèque François Mitterrand, entouré de livres sur la Révolution française. Ces pages jaunies me rappelaient que la vengeance collective finit souvent en guillotine, mais l'individuel en solitude éternelle. Louise me manquait, ses appels, filtrés par Élise, étaient des murmures brisés. Papa, reviens. Maman dit que tu es un héros des méchants. Chaque mot était une lame. L'enquête avançait à pas de loup, rythmée par les audiences préliminaires au palais de justice de l'île de la Cité. J'ai témoigné pour la première fois sous serment.
face à un juge aux lunettes pincées et à un Henri menotté. Le visage ravagé par l'insomnie. Monsieur Duval. Vous accusez Monsieur Delaunay de fraude massive. Avez-vous des preuves de votre innocence? J'ai déroulé l'enregistrement. Sa voix nasillarde emplissant la salle comme un fantôme. Les journalistes, massés dehors, ont titré « L'éclat en lambeaux, le DRH trahit contre-attaque ». Claire, quant à elle, a opté pour la stratégie du serpent, déni total, puis victimisation. Lors de son interrogatoire, retransmis en extrait par France Inter, elle sanglotait « Henri m'a forcé, mon frère. Il est jaloux. Depuis l'enfance. Il a toujours voulu me détruire. » Le public, ce jury invisible des réseaux sociaux, s'est divisé. Team Claire pour les romantiques qui voyaient en elle une muse piégée. Justice pour Antoine pour les cyniques lassés des magouilles élitistes. Moi, j'étais au milieu. Un fantôme dans la tempête médiatique. Élise a craqué la première. Un matin, alors que je sirotais un café noir dans un troquet de la rue Mouffetard, elle a surgi. Manteau trempé. Yeux rougis. Antoine. Arrête ça. Pour Louise. Henri m'a offert un poste à Genève. Un nouveau départ. Signe le divorce. Et disparaît. Son ton était suppliant. Mais ses yeux trahissaient la peur, peur de la prison, peur de la pauvreté. J'ai ri. Amer. Geneva, avec l'argent sale d'Henri, tu es plus française que je ne le pensais. Élise, prête à tout pour le confort bourgeois. Elle m'a giflé. Forte. Et s'est enfuie, laissant derrière elle un parfum de trahison qui collait à ma peau. La contre-attaque d'Henri fut magistrale. Un coup de théâtre digne de Molière. Via ses avocats, une armada de requins du barreau de Paris, il a divulgué un journal intime falsifié, prétendument le mien, confessant des fantasmes de vengeance contre ma famille pour l'héritage volé. Pire, il accusait Élise d'avoir été ma complice active. Mais repentie, prête à témoigner contre moi pour un allègement de peine. Les tabloïds ont relayé, le mari trompé devient le mari fou, une famille en miettes au tribunal. Le scandale a éclaboussé Louise. À l'école, des murmures, des moqueries, ton père est un voleur. Elle a fait une crise d'angoisse. Hospitalisée à Necker pour une nuit. Élise m'a blâmé par SMS. Regarde ce que tu as fait. Tu n'es pas un héros. Tu es un destructeur. Pour la première fois, j'ai vacillé. Étais-je en train de sacrifier mon enfant sur l'autel de la justice? Les nuits suivantes, je marchais le long de la Seine, jetant des cailloux dans l'eau noire, imaginant y noyer mes remords. Marie, ma couturière alliée, m'a ramené à la raison. Nous nous sommes retrouvés dans un thé sénégalais de Château Rouge, entouré d'odeurs d'épices et de thiéboudienne. Monsieur Antoine, en Afrique, on dit que la vengeance est un feu qui réchauffe deux maisons, la tienne et celle de l'ennemi. Mais si tu brûles la tienne, que reste-t-il? Ces mots, prononcés avec cet accent chantant qui défiait la grisaille parisienne, m'ont ébranlé. Elle m'a tendu un dossier, témoignage de 20 immigrés, prête à défiler au tribunal pour dénoncer les ateliers esclavagistes de l'éclat. Pour elle, pas pour toi. Fortifié, j'ai poussé l'offensive. Une conférence de presse improvisée devant le siège de l'entreprise. Avec Marie à mes côtés. L'éclat n'est pas qu'une marque de luxe, c'est un empire bâti sur le dos des invisibles. Henri Delaunay a volé non seulement de l'argent, mais des vies. Les caméras ont flashé. Les militants syndicaux ont applaudi. Twitter, ou X, comme on dit maintenant, a explosé, boycotte Leclat trending. Avec des célébrités comme une actrice des Césars renonçant à leur robe. Henri a riposté par le chaos, une tentative de suicide théâtral, avalant des pilules dans sa cellule, pour gagner la sympathie publique. Un homme brisé par un subalterne ingrat titrait les conservateurs du Figaro.
Claire. Libérée sous caution grâce à un oncle diplomate. A accordé une interview larmoyante à elle. Mon frère m'a toujours haï. Cette affaire? Une vendetta familiale. Les commentateurs débattaient. Était-elle victime ou vipère? Moi. Le monstre ou le martyr? Au cœur de cette tourmente. Le secret que je portais refit surface. Plus lourd que jamais. L'accident de mes parents, ce n'était pas Henri seul. J'avais 16 ans. Et j'étais dans la voiture. Ivre de bière volée à une fête. J'avais supplié mon père de nous ramener. Papa. Accélère. On est en retard. Le virage fatal. Le camion surgit du brouillard. Henri avait couvert pour moi. Par loyauté mal placée envers mon père. Son associé. En le dénonçant maintenant, je me dénonçais moi-même, un gamin négligent responsable de 2 morts. La culpabilité, cette vieille compagne, me serrait la gorge. J'ai confessé à Marie. Dans le thé tiède, je suis aussi coupable qu'eux. Elle a pris ma main. Calleuse des aiguilles, la culpabilité est un fardeau. Mais la vérité la libère. Choisis, portez le leur. Ou le tien. Ces paroles ont allumé l'étincelle du climax. J'ai décidé de tout balancer, au tribunal. Lors de l'audience principale. Je révélerai non seulement les fraudes, mais mon propre rôle dans la tragédie familiale. Une bombe à fragmentation, qui éparpillerait les masques de tous. Les préparatifs furent tendus, comme la montée d'un échafaud. Élise m'a contacté une dernière fois. Ne fais pas ça. Antoine. Pour Louise. Henri propose un silence mutuel. J'ai refusé. Et raccroché sur son sanglot. Paris. Indifférente. Continuait son ballet, touriste sous la tour Eiffel. Gréviste bloquant le métro. Moi. Je marchais vers l'abîme. Le cœur battant au rythme d'une marche funèbre. Le jour de l'audience décisive. Le palais de justice grouillait comme une fourmilière en furie, journalistes au micro tendu. Militants brandissant des pancartes « Justice pour les précaires ». Et une foule de curieux attirés par le soap-opéra judiciaire. J'ai franchi les grilles sous une pluie fine. Costume froissé. Le dossier sous le bras comme un bouclier. À l'intérieur, l'air était lourd d'encens et de sueur. Les juges perchés sur leur estrade comme des divinités laïques. Henri, en costume 3 pièces impeccable malgré la détention, m'a lancé un regard venimeux. Tu vas regretter. Duval. L'avocat général a ouvert les hostilités. Déroulant les charges contre l'éclat, fraude fiscale estimée à 5 millions d'euros. Exploitation de main-d'œuvre immigrée. Harcèlement moral systématique. Marie et ses sœurs d'atelier ont témoigné. Voix chevrotante mais fière. Décrivant des nuits entières cousant à la chaîne pour des salaires de famine. Ils nous appelaient les ombres. Mais nous saignons comme eux, a conclu Marie, arrachant des applaudissements étouffés dans la salle. Puis vint mon tour. Assis dans le box des témoins. Face au juge, une femme austère aux cheveux grisonnants. Rappelant les portraits de Marianne, j'ai commencé par les faits, les faux emails, les enregistrements, le chantage d'Henri. La salle buvait mes paroles. Les stylos des greffiers grattant furieusement. Claire, assise au banc des accusés, pleurait en silence. Son maquillage coulant comme un masque de tragédie grecque. Élise, citée comme témoin, a balbutié des demi-vérités, j'ai signé sous pression. Pour ma fille. Mais le vrai coup de théâtre, celui qui a fendu l'air comme une lame, fut ma confession. Votre honneur, avant de juger les autres, je dois me juger moi-même. Silence de mort. J'ai raconté l'accident, la route glissante près de Fontainebleau. Les rires adolescents. Ma voix criant « accélère ». Le choc. Les cris étouffés. Henri a couvert pour moi. Par loyauté envers mon père. Mais en le protégeant toutes ces années, j'ai laissé pourrir la pourriture. Les flashs des photographes ont crépité. Henri a blêmi.
réalisant que je le tirais dans mon propre gouffre. Le procureur a bondi, Monsieur Duval. Cela change tout. Êtes-vous en train d'avouer une négligence criminelle? J'ai hoché la tête. Les larmes coulant enfin. Oui. J'ai porté ce secret comme une croix. Et il m'a rendu complice de maquis plus grande. Mais aujourd'hui, je le libère pour que la justice soit totale. La salle a explosé en murmures, scandale sur scandale. Un domino qui en entraînait 10. Henri, perdant son sang-froid légendaire, a hurlé depuis son banc, « Mensonge! Ce gamin hystérique veut me noyer avec lui. » Son avocat l'a fait taire. Mais le mal était fait. Claire, dans un sursaut de lucidité ou de folie, a crié, « Il dit vrai. Papa m'avait raconté. » Henri, tu as étouffé l'affaire pour te couvrir toi aussi. Tu conduisais bourré. La révélation a ricoché. Henri n'était pas qu'un complice. Il était le pilote ivre, ayant forcé mon père à prendre le volant pour diluer sa faute. Le juge a suspendu l'audience, ordonnant une enquête complémentaire sur l'accident de 1998. Dehors, la presse déchaînée, affaire l'éclat, de la fraude à la fratricide. Un drame en 5 actes. Les réseaux sociaux se déchaînaient. Certains me voyaient comme un martyr repenti, Antoine le repenti. D'autres comme un manipulateur ultime, il se sacrifie pour les couler tous. Les féministes défendaient Claire, victime d'un système patriarcal. Les syndicats acclamaient Marie, les vraies héroïnes. Moi, j'étais vide. Un vaisseau évacué après la tempête. Retournant au studio, j'ai trouvé Louise sur le pas de la porte. Élise derrière elle. Valise en main. Papa, maman dit qu'on part sans toi. Mais je veux que tu viennes. Son petit visage, barbouillé de larmes, a brisé ce qui restait de mon armure. J'ai pris sa main. Ma puce. Papa a fait des bêtises. Mais il va les réparer. Reste avec maman. Je vous rejoindrai bientôt. Élise m'a regardé. Un mélange de haine et de pitié. Tu as gagné. Antoine. Henri est fini. Claire en miettes. Mais nous, tu nous as tués aussi. Elle est partie. La porte claquant comme un verdict final. Seul dans la nuit parisienne, j'ai marché jusqu'au pont des Arts, jetant symboliquement un cadenas dans la Seine, non pas d'amour, mais de rancune. Les semaines suivantes furent un purgatoire administratif, audition, expertise psychiatrique pour évaluer ma stabilité post-confession, et une mise en examen pour homicide involontaire par négligence datant de 27 ans. Le délai de prescription échu depuis longtemps. Mais l'opinion publique exigeait du sang. Henri, inculpé pour couverture d'accident mortel et fraude aggravée, a tenté un plaidoyer de folie. La pression du luxe m'a rendu paranoïaque. Claire, enceinte, de qui? A invoqué la maternité pour une peine symbolique. Marie m'a visité souvent, apportant des beignets chauds et des nouvelles des ateliers libérés, l'éclat en faillite. Racheté par un fonds éthique. Tu as allumé le feu. Antoine. Maintenant, vis avec la chaleur. Ces visites étaient mon encre. Un rappel que la vengeance pouvait, parfois, semer des graines de bien. Pourtant, le climax personnel survint lors d'une confrontation finale, autorisée par le juge, Henri et moi, dans une salle d'interrogatoire aux murs nus. Pourquoi, Antoine, après tout ce que j'ai fait pour toi? Son ton était géniard. Brisé. J'ai répondu calmement, pour mes parents. Pour Claire, que tu as corrompu. Pour Louise, que tu aurais détruite. Il a ri. Un rire creux. Et Élise, elle t'a quitté pour un amant. Tu sais. Moi, pendant que tu jouais les justiciers. Le mensonge, ou la vérité, peu importait. J'ai quitté la pièce sans un regard en arrière. Le cœur plus léger. La vengeance n'efface pas les cicatrices, elle les expose à la lumière.
Le printemps revenait sur Paris. Tardif et hésitant. Comme un amant infidèle. Les procès s'enchaînaient en un ballet macabre. Henri condamné à 10 ans pour fraude et obstruction. Claire à 3 pour complicité. Avec sursis pour sa grossesse naissante, un enfant qui porterait peut-être le poids de nos péchés. Élise, acquittée pour manque de preuves solides. Mais notre mariage dissous dans un divorce amer. Où elle emporta la garde exclusive de Louise. Pour son bien, avait décrété le juge. Me reléguant au statut de père du week-end. Un fantôme dans la vie de ma fille. J'avais gagné la bataille. Mais perdu la guerre intime. L'opinion, capricieuse comme la mode parisienne, avait basculé, d'abord acclamé comme lanceur d'alerte. Je devins le repenti tourmenté. Un sujet de podcast sur France Culture débattant de la vengeance comme catharsis ou poison. Des livres se profilaient, un biopic Netflix en gestation, avec un acteur au trait hanté pour me camper. Mais moi, je cherchais un emploi anonyme. Consultant freelance en éthique des affaires. Ironie suprême. Le twist final. Celui qui hante encore mes nuits. Surgit lors d'une visite à Louise. Dans notre ancien appartement du Marais. Désormais loué à Élise. Elle avait grandi en 6 mois, 11 ans. Des tresses sages. Un regard qui scrutait les abysses. Papa. Raconte-moi tout. Pas les mensonges des journaux. Assis sur le tapis persan usé. J'ai déballé l'âme nue, les trahisons. Les secrets. Ma négligence fatale. J'ai voulu réparer. Ma chérie. Mais j'ai tout cassé. Ses yeux se sont emplis de larmes. Mais pas de colère, de compréhension précoce. Trop lourde pour une enfant. Papa. T'es pas un méchant. T'es comme dans les livres de Victor Hugo, un homme qui se bat contre les monstres. Et qui en devient un peu. Elle m'a serré dans ses bras. Et pour la première fois, j'ai pleuré sans retenue. Élise, observant de la porte, a murmuré, peut-être qu'on peut recommencer. Pas comme avant, mais mieux. Henri, de sa cellule à Fresnes, m'a écrit une lettre, sa dernière volte-face. Un plaidoyer larmoyant. Antoine, pardonne-moi. J'ai protégé ton secret par amour pour ton père. Le mien. Libère-moi de cette chaîne. J'ai brûlé la lettre dans un brasero du Luxembourg. Les flammes dansant comme des diables moqueurs. Pardon? Non. Mais oublie. Peut-être. Claire a accouché d'un garçon. Prénommé, cruellement, Antoine. Elle m'a contacté via un avocat. Frérot. Il a tes yeux. Viens le voir. J'ai refusé. Mais envoyé un berceau anonyme. Gravé, que la vérité te libère. Était-ce de la pitié? Ou une ultime torsion du couteau? Les psys diraient catharsis. Moi. Je dis équilibre précaire. Aujourd'hui. Paris pulse à nouveau autour de moi. Je marche le long des quais. Un café à la main. Observant les amants cadenassés sur les ponts. L'éclat renaît sous un nouveau nom. Éthique et vertueux. Grâce aux voix comme celle de Marie, qui dirige désormais un collectif d'artisanes à Belleville. Nous dînons parfois, riant de nos cicatrices partagées. La vengeance. C'est comme le vin français, ça enivre. Mais ça laisse la gueule de bois, dit-elle. Louise grandit. Avocate en herbe. Posant déjà des questions sur le droit du travail. Papa. Si on te fait du mal. Tu te vengeras encore. Je souris. Évasif. Non. Ma puce. On pardonne. Ou on construit mieux. Mais au fond, je sais, la vraie fin n'est pas heureuse ni tragique. Elle est ambiguë. Comme la France elle-même, terre de lumière et d'ombre. Où la justice danse un tango avec la rancune. Et si un jour, un nouveau Henri surgit, eh bien, j'aurais appris, la lame de la vérité coupe dans les deux sens. Mais au moins, elle tranche net.